La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny, notre invité la maison de notre invité produit presque 4000 pièces par année. On parle de Moser, dont vous êtes le directeur. Édouard Mélan, bienvenue dans B2B. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de parler du Francfort, du rôle des salons aussi pour l'industrie horlogère, le lancement également d'une marque que vous avez ressuscitée, Portrait. Édouard Mélan, vous êtes diplômé de l'EPFL, vous avez travaillé comme consultant pour un grand cabinet d'expertise comptable, cofondé Celsius, qui a fabriqué le premier téléphone portable micro-mécanique qui comprenait un tourbillon. En 2013, vous prenez la tête de H. Moser, une maison fondée en 1828, basée à Schaffhouse, contrôlée par votre famille depuis 2012. L'entreprise est présidée par votre père, Georges-Henri Mélan. Votre frère Bertrand y travaille également. Votre condition à vous pour intégrer le projet, c'est d'avoir une liberté d'action totale. On vous a dit oui tout de suite? Alors, c'est pas moi qui ai décidé, mais c'est vrai que j'étais un des candidats et c'est quand même beaucoup plus facile quand on fait partie de la famille et que son père décide. Donc, j'ai eu vraiment cette chance. Maintenant, Moser est une manufacture, comme vous l'avez dit, qui a pratiquement 200 ans, qui est très axée produit. C'est une manufacture. On a quand même beaucoup de savoir-faire industriel, mais pas seulement, de l'artisanat. Et donc, il fallait avoir quelqu'un qui connaisse le produit, qui est donc en background technique, qui parle plusieurs langues. C'est basé à Schaffhouse. Donc, on dit souvent... allemand ? Je comprends le suisse allemand, je parle allemand. Ma femme étant allemande, mes enfants parlant allemand et ayant étudié en marge de l'EPFL aussi en Allemagne, donc je parle l'allemand suffisamment bien pour travailler là-bas. Bon, maintenant, après 10 ans, ça va plutôt bien. Donc, il fallait parler l'allemand, il fallait être assez produit, donc en background technique, sachant que beaucoup de gens dans l'horlogerie parlent plutôt le français. Et puis, c'est clair que, faisant partie de la famille Mélan, ça m'a donné un petit avantage sur les autres, mais ça n'empêchait pas de devoir quand même prouver son savoir-faire, quoi. Mais cette carte blanche que vous demandiez, ça, on vous l'a donnée rapidement? On vous a dit oui? Pas tout de suite. Mon père a travaillé longtemps dans l'horlogerie, donc connaissait beaucoup de monde. Et c'est vrai, quand on a démarré, j'avais 2-3 personnes de son entourage autour de moi. Mais assez rapidement, on a réalisé que c'était quand même très compliqué de travailler ensemble. Gérer une petite entreprise, surtout dans un turnaround, on était vraiment au bord du précipice quand on a repris Moser. C'est pas on gère pas ça de la même manière qu'une grande entreprise établie qui a un pouvoir de négociation, un pouvoir totalement différent. Et pour ça, je pense qu'il faut un esprit beaucoup plus entrepreneurial que ces personnes n'avaient pas. Une totale liberté d'action, donc c'est quand même facile à dire, mais à réaliser. Dans la vraie vie, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Comment ça se passe avec la famille, puisque c'est une entreprise finalement très marquée par votre famille? Alors, c'est vrai que c'est un projet familial dans le sens où on l'a repris ensemble avec mon père et mon frère. Ma mère et ma sœur également, mais c'est vrai qu'on était les trois impliqués. Mon père jamais dans l'opérationnel, qui est président du conseil d'administration, et on se parle très régulièrement, mais il est jamais trop entré dans les discussions. C'est vrai qu'il était à la retraite, et vraiment, il avait l'envie de se retirer. Donc, si on sentait le besoin d'aller le voir et de parler avec lui, il était là. Mais il n'est jamais venu. Il avait passé de nombreuses années chez Audemars Piguet, notamment. Exactement. Mais il n'est jamais venu nous dire « Ah non, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça ». Non, ça, on n'a pas vraiment eu ce genre de discussion. Il est passionné par le produit, donc on l'a beaucoup impliqué dans le développement produit. Mais vraiment, sinon, carte blanche. Parfois, on s'est permis de prendre des décisions. Enfin, j'ai fait des choses où peut-être j'aurais dû demander à mon board avant. Par exemple ? Par exemple, peut-être qu'on en parlera, mais je me suis permis d'écrire au président de la Banque nationale en 2015 pour me plaindre dans la manière dont on avait communiqué ou annoncé la fin du taux plancher entre le franc et l'euro. Ce qui avait fait beaucoup parler de Moser à l'époque, c'était peut-être une des premières fois où les gens ont un peu découvert Moser à travers le monde. Et ça, je l'ai annoncé à mon board après avoir envoyé la lettre. C'est une lettre ouverte, et c'est vrai qu'ils m'ont dit la prochaine fois, pose-nous la question. Et puis, l'année suivante, on s'est permis de lancer une montre qui était inspirée des montres connectées. Donc, on a toujours cherché avec Moser à essayer
de communiquer nos valeurs d'entreprise familiale indépendante, mais aussi tout ce qui est la tradition horlogère est très importante pour nous, et on a cherché toujours à le communiquer, à protéger ces valeurs-là, et quitte à provoquer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a créé une montre qui s'appelait la Swiss Alpwatch, qui était très inspirée de montres connectées, en particulier d'une montre créée à Cupertino. Et c'est vrai qu'à mon board, j'ai des avocats qui, a posteriori, m'ont dit « mais t'aurais peut-être dû nous consulter avant de le faire ». En même temps, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on pose la question à trop de monde avant de faire quelque chose, il y a toujours des gens pour La nous, marque à la pour pomme, ne vous peut-être- le reprochez? Jamais. Mais par contre, si on pose trop de questions, à mon avis, il y a des gens qui nous disent non, il faut faire attention, surtout les avocats. Ils disent toujours, il n'y a pas de risque, mais on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais nous donne le doute et on ne le fait pas. Donc, je me suis toujours... Et c'est peut-être le fait d'être justement propriétaire qui m'a permis de prendre ces décisions sans en informer tout le monde. Une série de montres aussi, vous avez retiré l'appellation Swiss Made du cadran, la marque également. Ça, on l'a fait depuis 2016. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette... C'est 2016. C'est 2016 ou 2017 2017, le label Swissmade on a vu les règles quant ce qui est nécessaire pour atteindre le label Swissmade, ce qui est de l'ordre de 60% de la valeur ajoutée. On peut développer un mouvement en Suisse, mais le faire fabriquer pratiquement complètement à l'étranger, etc. Pour nous qui sommes 100% suisses, on s'est dit, ça ne nous sert à rien, le Swissmade. Ça sert à des marques qui cherchent à valider en certains prix. On sait qu'en impliquant le Swissmade sur une montre, en principe, on peut gagner 20% sur le prix qu'on demande aux clients. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est que la valeur parle par elle-même, par le produit. Quand on le sent et quand on le prend en main, c'est des détails. Et donc, on s'est dit, nous, on ne veut pas utiliser ce label-là. On veut notre propre label. Le fait d'être Moser doit parler par lui-même. Et donc, on s'est permis, en 2017, de décider d'enlever le Swissmade de toutes nos montres. Et certains ont été un peu choqués par la chose. On a fait aussi une montre assez particulière à l'époque. Et ils nous ont dit, mais on ne peut pas vendre une montre si elle n'est pas Swissmade, parce que les clients chinois, j'aurais dit, mais les clients qui viennent et qui achètent une Moser, ils ne connaissent pas Moser. Ils vont l'acheter parce qu'ils la trouvent magnifique. C'est un objet d'art. Et que ce soit marqué Moser, que ce soit marqué Swissmade, c'est pas important. Alors, entre-temps, la marque a grandi, elle est connue, et les gens achètent une Moser parce qu'ils savent que c'est une Moser, et ils reconnaissent les codes. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, on a enlevé le Swissmade. Et nos ventes ont continué d'accélérer malgré le fait qu'on n'avait plus le label sur nos cadrans. Vous parliez de certains détails. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la vraie valeur d'une montre ? Alors, il y en a plein, mais c'est vrai qu'on peut aujourd'hui faire une montre 3 aiguilles, comme celle que je porte. On peut en faire une à quelques centaines de francs ou à quelques centaines de milliers de francs. Alors qu'elle indique exactement la même chose. On ne parle même pas de complications. On parle vraiment d'une montre qui donne heure, minute, seconde. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Les matériaux, c'est presque marginal. Dans une Moser, le prix des matériaux, c'est de l'ordre de 15%. C'est de l'or ou de l'acier, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, les finitions, les détails dans la manière dont on structure une boîte, dont on termine en cadran. Vous voyez ici, par exemple, on a utilisé une matière qui a été développée pour la NASA, qu'on n'utilise que dans les télescopes pour éviter toute réflexion. C'est la matière qui absorbe le plus la lumière. Donc, c'est une matière grise, mais qui devient totalement noire. Ça s'appelle le Vanta Black. C'est quelque chose qui est utilisé justement dans l'aérospace, et le fait de l'amener dans les montres, c'est quelque chose qui fait rêver les gens. C'est en noir on met à côté de n'importe quel objet noir, il va paraître gris. Et c'est ce genre de détail que les gens apprécient. C'est le fait d'avoir un polymiroir qui va être tellement parfait que le collectionneur, il va se regarder dedans, et c'est ce qui le fait rêver, quoi. Vous parlez des matériaux, on sent l'ingénieur EPF derrière. Comment vous avez intégré le contenu académique de votre formation à l'EPFL à la réalité de votre poste actuel ? C'est difficile. Je sais que moi j'ai eu la chance de faire un MBA aux États-Unis après les PFL, et le fait d'avoir une approche assez holistique, 360 degrés, je pense pas être un expert en quoi que ce soit. Par contre, de pouvoir avoir des bonnes discussions avec toute mon équipe, peu importe le sujet, ça c'était important pour moi. Donc je pense que j'apporte, c'est vraiment cette vision 360 degrés de la marque, la manière dont on veut la développer, où on veut aller, poser les bonnes questions, remettre en question sur certains aspects, aussi bien dans le développement produit, dans la manière dont on produit, implémenter du lean management par exemple, c'est quelque chose que je peux pousser parce que je le comprends, de la manière dont on vend, dont on va faire le marketing de la marque, tous ces aspects-là sont importants. Après, je pense que j'ai une approche assez pragmatique. C'est ce qui nous a beaucoup aidé. C'est à certains moments, et c'est peut-être cette approche d'ingénieur, de bien comprendre comment ça fonctionne. Au bout d'un moment, il faut dire stop.
Voilà, on ne va pas arriver à 100%, il faut s'arrêter maintenant. Et ça, je pense que mes équipes l'ont bien compris. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et je pense que cette philosophie, elle va au travers de toute l'organisation Moser. Vous évoquiez tous les changements que vous avez dû faire à votre arrivée, parce que c'est un peu une question de vie ou de mort pour la maison. Plutôt de mort, ouais. Plutôt de mort. Quel est votre style de management? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à mobiliser les équipes et à faire qu'on change les choses pour que la situation s'améliore? Donc 2013, c'est vrai que c'était catastrophique. Moser, je pense qu'à quelques jours près, quand on l'a repris en 2012, c'était la faillite. Donc je pense qu'on était le dernier espoir. On s'est dit, OK, on va y aller. C'était un peu plus gros que ce qu'on pensait en tant que famille, comme investissement, parce qu'à l'époque, il y avait quand même 80 personnes, mais ils faisaient de l'ordre de 400 montres. Aujourd'hui, voilà, on est à pratiquement 3000 montres. Avec moins de personnes, on sera à 4000 en de ces jours, mais avec moins de personnes qu'à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu avoir une approche, encore une fois, assez pragmatique, revoir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. On rachète une marque comme celle-là, c'est qu'il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qui nous inspirent. Sinon, on peut redémarrer d'une marque de zéro. Ce serait pratiquement plus simple. Donc, la première phase, pour moi, ça a été vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on va garder, comprendre ensuite comment on veut construire cette marque. Il y a eu beaucoup de phases de re-engineering, prendre du temps à repenser les produits, pas les changer. Garder cette philosophie que mes prédécesseurs avaient inculquée à la marque. C'était aussi des ingénieurs peut-être plus extrêmes que moi. Ils avaient des rêves, ils voulaient arriver justement à 100%, ce qui a failli tuer la marque Moser. Moi, je suis arrivé en disant maintenant, on va essayer de garder ça, mais on va le faire mieux, plus rapide. On va essayer de faire en sorte que ça marche, que ce soit... La voie du milieu, en fait. Voilà, que ce soit qualitatif. Créer le produit de mes rêves, si on va trop loin, il est trop cher, ça devient une usine à gaz à créer, ça crée plein de problèmes et c'est invendable. Il y a pratiquement plus de clients pour eux. Je pense qu'il est important, c'est de trouver quelque chose où on garde cette philosophie, mais au bout d'un moment, il faut que ce soit assemblable en quelques heures ou quelques jours. Il faut imaginer, donc, quand je suis arrivé, on avait des calendriers perpétuels. Une pièce, il fallait 2 à 3 semaines pour l'assembler. Aujourd'hui, en une vingtaine d'heures, le même mouvement, on arrive à l'assembler. Donc le même horloger peut monter par semaine 2 à 3 montres, alors qu'à l'époque, il fallait 3 semaines pour en monter une. Pourquoi ? Parce qu'on a repensé le produit sans changer la fonction, mais on s'est dit comment est-ce qu'on peut être plus rapide, comment est-ce qu'on peut faire tout ça plus facilement. Et le résultat, c'est que la montre, non seulement la montre plus vite, donc c'est plus intéressant financièrement, et c'est ce qui a sauvé Moser, mais en plus, la qualité est bien meilleure. Ça veut dire que vous passez d'un atelier à une vraie entreprise sans perdre le côté atelier, parce que nos horlogers sont en principe responsables pour leurs montres. Et beaucoup de manufactures aujourd'hui, et les grandes, on a mentionné certaines, c'est pratiquement des lignes d'assemblage. On est comme dans l'automobile, alors que chez nous, c'est vraiment un horloger responsable pour son produit. Alors il en monte peut-être 10, 15, 20, 50 en parallèle pour gagner en efficacité. On a des tables, on peut imaginer en sushi bar. Vous voyez, ça, c'était nouveau de faire en parallèle, peut-être par rapport, c'est un gain d'efficacité important? Je dirais, on gagne à peu près 50%. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais en fait, il y a 3 phases. Il y a les ateliers, vous parliez de la marque de Béthune, je pense qu'on est plus dans le pièce à pièce. Ensuite, on a les grandes industries où c'est plutôt les lignes de production, et nous, on est entre deux. On est semi-industrialisé, entre guillemets. Donc, on a vraiment des gens qui s'occupent de leur monde, de A à Z, mais ils ont la possibilité de les monter en parallèle. Édouard, maintenant, l'actualité du moment, ce sont les Geneva Watch Days. Alors, on précise qu'on enregistre cette émission juste avant que ces journées commencent. Moser est un des piliers, un membre fondateur de cette manifestation. Pour vous, avec une production de quelques milliers de pièces par année, à quoi servent ces salons? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur temps d'être en contact direct au fil de l'année avec vos clients? En quoi donc ça vous est vraiment nécessaire? On fait les deux, on est constamment en train de voyager. Vous parliez de mon frère, lui est basé à Dubaï, mais on a une filiale à Hong Kong, une à Dubaï et à New York. On est constamment en train de voyager pour rencontrer les clients, pour rencontrer les partenaires, etc. Mais ces salons, c'est important aussi pour avoir un pulse des marchés. Tout le monde revient au même endroit, se parle, on découvre des nouveautés, on peut présenter certaines choses, présenter en avance certaines choses qui vont venir, rencontrer les médias, le tout dans un environnement quand même assez intéressant, surtout dans les Geneva Watch Days où on parle vraiment d'une sorte de coopération. On a maintenant, je crois, une trentaine de marques. C'est décentralisé, hein, chacun, et c'est pas tout au même endroit. Voilà, mais par contre, on met des ressources financières et humaines en commun, on discute tout, c'est ouvert,
C'est très différent des salons auxquels j'ai participé jusqu'à maintenant. C'est la 3e année qu'on le fait. Et je pense que ça peut être en quelque chose d'intéressant pour le futur et qu'on pourrait très bien exporter. Parce qu'encore une fois, ça amène les gens, c'est très ouvert. On est vraiment dans l'open source, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, où il n'y a pas de concurrence. Les clients qui vont venir voir Moser, on va les envoyer visiter les autres marques du groupe. Alors que dans d'autres salons, on est plus, chaque marque travaille pour soi, ça coûte extrêmement cher. On a participé à des grands salons comme Baselworld ou Watches and Wonders où on payait plus de 20 fois ce qu'on va payer pour le même nombre de jours à Geneva Watch Days. Alors on verra pas autant de monde, ça c'est vrai, mais je pense qu'au prorata c'est très intéressant. Voilà. Parlons de la marge des affaires. Globalement, les chiffres macro de l'industrie sont très bons cette année. Comment ça se passe pour vous ? Un peu comme tout le monde, aujourd'hui, je crois que le marché est très porteur. Les marques indépendantes comme les nôtres, encore plus, parce qu'en fait, pendant le Covid, on a l'impression que tout le monde n'avait rien d'autre à faire que d'aller sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et on a découvert ce label, les marques indépendantes, les indies, les petites marques entre guillemets familiales avec des créateurs derrière comme Moser. Bon, on est peut-être la plus grande marque parmi les indépendants, on est devenu la marque la plus grande parmi les indépendants, mais je pense que si on se met tous ensemble, on est à moins de 10 000 pièces par année. Nous, on en fait environ 3 000, donc on fait une bonne partie. Mais c'est incroyable, ça a créé un engouement presque en label pour les marques indépendantes. Et aujourd'hui, on surfe une vague qu'on n'arrive pas à suivre. On a vraiment des problèmes d'approvisionnement. Votre carnet de commande, il est plein pendant combien de temps là ? Voilà, 2022, 2023 sont complètement pleins. Donc on travaille maintenant sur vendre des montres, si on peut, un peu plus cher, ou vraiment développer le 2024 et derrière, travailler le service client. C'est complètement différent d'il y a 10 ans, je dois dire. Quand il y a 10 ans, on se retrouve avec une marque comme Moser où on doit faire connaître... Quelques centaines de pièces, vous disiez. Ouais. Mais on devait les vendre, on devait les pousser. On a appelé les clients à chaque fin de mois en disant on a ça, est-ce que vous avez vendu quelque chose, est-ce qu'on peut replanifier ? Là, c'est l'inverse. Ils nous appellent constamment. On a besoin de pièces, on a des vitrines vides. Et si ça marche si bien, pourquoi ne pas déjà aller à 5000 exemplaires par année ? Qu'est-ce qui vous freine dans cette augmentation ? C'est notre outil industriel. Aujourd'hui, on est limité par la capacité interne. Donc, nous, on est vraiment spécialisé dans le mouvement. Donc, on développe pratiquement la totalité de nos mouvements, on fabrique les composants et les assemble. Alors, pas 100%, mais en grande partie. Donc, le fait de passer de 3 000 à 5 000, c'est des investissements, mais c'est aussi trouver les ressources humaines. C'est retrouver... Quel est le plus difficile ? Réunir les capitaux ou trouver les talents ? Les capitaux, non, parce que ça, on peut se financer nous-mêmes. C'est vraiment trouver les gens aujourd'hui. Agrandir le bâtiment, c'est aussi un élément compliqué. Ça prend du temps. Et puis, il y a certains composants qu'on ne fait pas nous-mêmes, en type particulier, tout ce qui est bracelet et boîte, où vu que l'industrie en général fonctionne bien, c'est très compliqué de recevoir. À chaque fin de mois, c'est nous qui appelons les sous-traitants en disant mais il faut que ça vienne parce qu'on doit pouvoir livrer. Donc on est vraiment limité aujourd'hui par les livraisons de certains de ces composants. Les prix grimpent très fortement sur le second marché. Pour des pièces new all stock. Alors dans votre cas, on a bien compris qu'il n'y a pas la capacité de produire plus, mais si on prend des manufactures plus industrielles, elles n'ont pas envie de produire plus ou elles ne peuvent réellement pas produire plus ? Je pense qu'elles ont les mêmes problèmes que nous, à d'autres échelles. Mais le marché secondaire, c'est vrai qu'il est monté très 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 fort. On s'est retrouvé avec des valeurs complètement... incongru, c'était fou les valeurs, je dirais en février 2022, mais c'est quand même pas mal redescendu. Alors maintenant, ça reste des valeurs... Des multiples de 3-4 fois le prix catalogue. 4, voire 5, voire 6, suivant les produits. Certaines marques ont baissé, mais ça reste des prix qui sont largement au-dessus du prix que vous paieriez en magasin. Donc, ça a créé tout un marché spéculatif de gens qui achètent la montre, pas pour la porter, mais pour la revendre. Et c'est quelque chose auquel on doit vraiment faire attention, parce qu'on ne sait pas quelle est la réalité du marché horloger aujourd'hui. Les manufactures, ça les flatte, ça les agace de voir des prix pareils sur certaines de leurs références ? Ils disent que ça les agace, mais en même temps, ça les flatte. Je pense qu'on est tous contents de voir que nos produits se revendent au-dessus du marché, du prix du marché magasin, du marché primaire. Mais en même temps, encore une fois, c'est dangereux. Il faut s'en occuper, il faut faire attention. Quel est le danger exactement ? Le danger, c'est que les montres n'aillent jamais sur les poignets, qu'elles soient achetées et revendues et qu'il y ait tout ce côté spéculatif. Le jour où le marché commence à descendre, on est comme dans les finances. Aujourd'hui, si les actions
commence à baisser, tout le monde va se dire je vais vendre maintenant avant que ce soit trop bas. Et tout d'un coup, on se retrouve avec beaucoup trop de montres sur le marché et tout s'écrase. Donc le risque, il est un peu, si on faisait une analogie avec la bourse, c'est de se dire, tous les spéculateurs tout d'un coup prennent peur, margin call, il faut vendre, et tout le monde vend, plus personne achète, et les prix s'effondrent. Et ça peut être le risque. Pour l'instant, on n'est pas là. On voit les prix, je pense, depuis février, sur certains modèles, ont baissé 30-40%. C'est pas une catastrophe, mais il faut quand même faire attention. Et pour ça, il ne faut pas partir en surproduction, parce que c'est tentant, comme vous l'avez dit. Et je pense que c'est quand même bien, on est protégé contre nous-mêmes parce qu'on est limité en capacité, parce que sinon, je pense que certains, justement, seraient tentés à surproduire, à charger les marchés en se disant de toute façon, ça se vend, tout le monde en veut. Mais le jour où ça freine, ça peut avoir un effet inverse qui peut être destructeur. Dans les conditions cadres, il y a le franc fort. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la lettre que vous aviez écrite à Thomas Jordan en 2015. D'ailleurs, est-ce qu'il vous a répondu ? Il n'a pas répondu, non. Jamais répondu. Vous l'avez jamais rencontré ? Je l'ai rencontré, c'était avec plein d'autres gens et on n'en a pas parlé. Pas parlé. Mais alors, cette force du franc, ça vous complique les choses aujourd'hui ? Alors, ça nous a fait très peur en 2015, d'où ma réaction. Parce que là, vous évoquiez carrément la mort possible de Moser. C'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas trop. Nous, 2015, on commence à sortir du trou. On s'est battu pour chaque point de marge. Et c'est vrai que tout d'un coup, on est dans l'incertitude et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Nos détaillants nous demandent aussi, ils nous appellent pour les compenser, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est vrai que je comprends que la Banque nationale cherche à se protéger contre les spéculateurs. Mais il fallait penser aussi aux gens comme nous qui devons, nous, réagir. Et du jour au lendemain, ce n'est pas facile. Donc, à l'époque, ça nous a fait peur. Après, je pense qu'il y a eu une période un petit peu compliquée sur 2015. Mais les gens c'est incroyable, les gens s'adaptent très rapidement aux nouveaux taux de change. Et même actuellement, où on voit que le franc suisse continue à être de plus en plus fort, on adapte nos prix assez régulièrement face au dollar, face à l'euro, et Hong Kong dollar, etc. La demande ne fléchit pas, ça change rien du tout aujourd'hui. Typique d'un marché de luxe. Ouais. Un bien de luxe. Vous avez aussi brièvement évoqué tout à l'heure Hong Kong, et il me semble, j'ai lu que vous prévoyez d'ouvrir cet automne une boutique, c'est juste ? Un flagship store. Un flagship là-bas. Pourquoi Hong Kong ? Dans les statistiques horlogères, Hong Kong s'effondre, la Chine de Continental, en revanche, prend la flèche, ou bien l'île de Hainan est la nouvelle destination. Pourquoi cette ville en particulier ? On a des opportunités et surtout on a un bureau là-bas depuis 10 ans. On a une équipe top. Donc Moser a toujours très très bien vendu aux locaux. Le problème de Hong Kong, c'est que pendant longtemps, Hong Kong était très dépendant des touristes chinois, un peu comme Lucerne et Interlaken. Et quand ils ont plus pu venir ou ne voulaient plus venir, clairement les ventes se sont effondrées. Pour nous, depuis, les ventes ont continué à grandir. Donc ça reste un marché très très fort. On a notre filiale, on vend très bien en direct depuis notre showroom. Et là, on a une opportunité d'ouvrir, je pense, la meilleure location, le meilleur endroit à Hong Kong, une boutique qui serait notre premier flagship store depuis pratiquement 130 ans. Donc on s'est dit, on va le faire. Donc c'était vraiment une opportunité. Parce qu'il n'y a pas de magasin phare comme ça pour la marque ailleurs. Il y en avait il y a plus de 100 ans. Et depuis, il n'y en a plus. Et c'est vrai que c'est une opportunité. On est dans cette phase-là. On va en ouvrir d'autres. Donc le fait d'ouvrir la première. Cet automne, c'est confirmé. Oui, on a déjà tout on est en train de construire la boutique là. Donc d'ici 2 à 3 mois, elle sera prête. Pour l'instant, on voit les montres Moser, mais c'est une toile couverte, mais dans un endroit incroyable. Donc je me réjouis, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé à Hong Kong parce que je n'ai pas pu y aller. Donc j'espère qu'on aura l'occasion, on aura l'autorisation d'aller à Hong Kong pour l'ouverture. Et Dormélan, au moment de cet enregistrement, nous sommes à 22h, si je ne me trompe pas, du moment où vous allez relancer Holance, une petite marque horlogère, l'anagramme. C'est l'anagramme de Neuchâtel d'ailleurs. Alors sur quel créneau avez-vous choisi de positionner cette marque pour ne pas cannibaliser Moser ? Autant c'est une marque qu'on a repris en même temps que Moser. Et c'est vrai que, comme on dit, courir 2 chevaux en même temps, c'est pas facile. Donc quand Moser a vraiment explosé ces dernières années, on a vraiment focalisé là-dessus. Et maintenant, il y a 2 ans, on a rapatrié toute la structure de Haute-Lance à Neuchâtel, qui était à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds à Chafouz. Donc maintenant, on a une équipe dédiée à Chafouz et on a retravaillé un virage qu'on a un peu raté et qu'on a bien réussi avec Moser. C'est tout le marché s'est orienté plus montre sport chic, il y a à peu près 3 ans. C'est un virage qu'on a raté avec l'équipe de Haute-Lance et qu'on a bien réussi avec Moser. On est en train de faire ce virage-là maintenant avec Haute-Lance, mais dans une approche beaucoup plus spectaculaire. On est sur des montres de forme, donc par ronde.
On est sur des produits très architecturaux dans le design, beaucoup de complexité alors que Moser est plus dans le minimalisme. Donc on est vraiment deux identités différentes. On a créé vraiment une muraille de Chine au sein des équipes de développement pour pas trop empiéter les uns sur les autres. Par contre, on a énormément de synergie dans l'approvisionnement des composants, dans la manière dont on produit et on assemble, dans la manière dont on vend et market nos produits. Donc ça a toujours été un peu le rêve de notre famille, c'est d'avoir un mini-groupe de marques indépendantes. C'était plus compliqué qu'on pensait au début quand on a repris ces deux marques ensemble, mais avec l'explosion qu'on a connue ces 3-4 dernières années, maintenant on peut se permettre même de penser à plus tard d'intégrer d'autres marques. Avec Haute-Lance, vous visez combien de pièces par an dans un premier temps ? Dans un premier temps, on est dans l'ordre de 150 à 200 pièces assez haut de gamme. Et une gamme de prix qui est proche de celle de Béthune. Voilà. Donc parfois on peut dépasser les 100 000 francs. Vous savez, avec Moser, on dépasse souvent les 100 000 francs maintenant. C'est assez incroyable. Alors aujourd'hui, le prix moyen à annoncer est souvent 45 000. 45 000. Ouais, 40-45 000. Mais on vend aujourd'hui, la montre la plus chère qu'on ait vendue, c'est 1,4 million. Alors, c'est pas là, la matière coûte. Là, on parle de pierres précieuses. C'est pas des montres qu'on vend tous les jours, mais actuellement, il y a une demande sur les pièces très très haut de gamme qui est assez incroyable. Haute-Lance était connu aussi pour ses montres un peu spéciales. Il y avait eu à l'époque un modèle qui n'était pas vraiment une montre, ouais. qui était un petit labyrinthe pour enfants mis à un bracelet. Ce genre de pièces-là, c'est d'actualité ? Alors, c'est pas dans le pipeline aujourd'hui, enfin, pas que je le sache, mais j'essaye, même si entre guillemets, ayant un petit peu plus d'expérience que l'équipe un peu plus jeune qui gère Haute-Lance, je suis impliqué dans les développements et dans les discussions, mais je leur laisse pas mal de carte blanche. Donc, je sais qu'ils aimeraient bien refaire des choses un peu comme ça, décalées, parce que c'est intéressant, ça fait parler, et ça amène une nouvelle image à la marque. Mais pour l'instant, il n'y a rien de très précis dans le pipeline. On est très axé aujourd'hui, on cherche vraiment à garder ce côté un peu les rebelles de l'horlogerie, parce que Haute-Lance, c'était une des premières marques indépendantes qui était vraiment décalée, mais avec une approche très haute horlogerie dans les finitions et ce genre de choses. Donc, je pense que créer quelque chose comme ils l'ont fait à l'époque, en labyrinthe ou en pinball mécanique qui n'est pas horloger, je pense que ce serait une erreur de le faire aujourd'hui. C'est une prise de risque. Diriger une entreprise familiale, c'est un frein à la prise de risque ? Oh non, au contraire. Je pense que justement, on est libre et on sait que les risques qu'on prend, on en porte le résultat positif ou négatif. Quand on est, entre guillemets, en soldat dans un grand groupe, on ne prendra pas de risque. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de l'année, on soit dans les résultats, qu'on soit dans notre budget et qu'on sécurise notre job pour l'année suivante. Alors que dans un groupe comme le nôtre, nous, on voit à très très long terme, on se dit, on veut créer quelque chose de spécial, de différent. On n'a pas besoin d'une 200e marque dans l'horlogerie. Il y en a beaucoup trop de marques. Donc vraiment, la question, c'était pourquoi Moser, pourquoi Haute-Lance ? Il faut qu'il y ait une identité forte, qui soit différente. Il faut qu'on ait notre opinion, on ne doit pas avoir peur de l'exprimer. Et c'est ce qu'on sait relativement bien faire, je pense, chez nous. Là. Et avant de conclure cette partie, un mot plus général, un commentaire plus général sur l'industrie horlogère suisse. On le voit dans les statistiques d'exportation, on va toujours vers des pièces à plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on s'éloigne toujours plus de vraiment l'industrie, les pièces montées à la chaîne que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir de l'industrie horlogère suisse, vraiment le haut de gamme, et que le moyen de gamme, je ne sais pas à quel prix on peut le fixer, mais peut-être à moins de 1000 francs, il a plus d'avenir ? Bon, je pense qu'il doit se repenser, mais aujourd'hui, même des montres à 50 000 francs peuvent être industrialisées. Aujourd'hui, elles sont industrialisées. Donc, je ne sais même pas les marges que certains doivent faire sur ces produits-là parce que je vois et je sais comment ils les assemblent. Mais c'est vrai que l'entrée de gamme aujourd'hui, type 1000 francs et en dessous, et à un autre challenge qui est lié au monde connecté, qui est lié à des marques qui viennent d'autres pays. Donc, pour être suisse, pour pouvoir amener une forte valeur ajoutée, pour pouvoir amener ce label Swiss Made, pour pouvoir amener une image forte, il faut être différent, il faut être innovant, il faut amener des choses. Sinon, on est vraiment là à se retrouver face à des marques de crowdfunding. Il y en a qui sortent tous les jours. Et c'est pas facile, c'est compliqué de rester créatif. Et je le vois même pour nous qui sommes entrepreneurs. Et vous disiez, on n'a pas vraiment de barrière, on est créatif, on peut prendre les décisions qu'on veut. 10 ans après avoir repris une marque, de toujours se dire il faut la nouvelle innovation, il faut la nouvelle idée, c'est pas facile. Il faut créer un environnement qui nous pousse à ça. Sinon, on se fatigue. Pour terminer cette émission, Édouard Mélan, notre question, vous êtes plutôt ? Alors, plutôt, c'est moi qui pose la première question. Cadran visible ou montre squelette ?
cadran visible. Bracelet NATO, cuir, métallique? Actuellement métallique. Tourbillon ou chronographe à rattrapante? Un chronographe rattrapante. Le matin, vous choisissez d'abord la montre ou d'abord le complet? Alors la montre, souvent le soir avant, parce que en partant de la manufacture, je choisis ce que je porterai le lendemain. Merci Édouard Mélan Merci à vous. d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. C'est la fin de cette mini-série consacrée à la haute horlogerie en marge des Geneva Watch Days qui avait lieu la semaine dernière. Merci beaucoup Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.